refait la semaine éco avec Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom AM. Bonjour Philippe. Bonjour Anna. Alors on commence par l'envolée des taux américains à 10 ans, au-dessus de 3,2%. Quels sont les liens et les conséquences sur les marchés? Il y a eu deux choses pour bien comprendre cette envolée des taux. On était, il y a encore quelques semaines, autour de 3%. On est à 3,2%. Donc un mouvement assez fort qui s'est dessiné cette semaine sous l'impulsion de données économiques qui ont été plutôt robustes. On a eu mercredi l'indicateur ISM des services, c'est-à-dire un indicateur d'activité dans le secteur des services aux États-Unis qui était plutôt robuste, et dans le même temps Jérôme Powell, le patron de la Federal Reserve, de la Banque centrale, a clairement indiqué que il allait très directement peser sur l'activité avec une politique monétaire plus restrictive. En d'autres termes, les investisseurs ont pris en compte cette activité plus robuste, mais en même temps, ils ont réalisé que Jérôme Powell était plus restrictif qu'il ne l'avait imaginé. D'où cet ajustement. La question qui est posée aujourd'hui est de savoir si ce mouvement haussier est le départ d'un mouvement beaucoup plus vaste, ou si c'est juste un mouvement temporaire, parce que on imagine assez bien que la situation américaine va à un moment donné ralentir sous l'impulsion justement de la Federal Reserve. La Banque centrale va être plus restrictive, et déjà plus restrictive, elle va l'être encore davantage, donc l'activité va s'infléchir, et donc voilà, on est dans cet arbitrage. Est-ce qu'on est au début d'une hausse, ce qui nous paraît pas le plus probable, compte tenu du fait que les anticipations d'inflation restent très faibles. D'où l'intérêt des statistiques sur les salaires qui seront publiées cet après-midi dans le rapport sur l'emploi. Est-ce que vous avez le sentiment que Jérôme Powell craint une surchauffe de l'économie américaine? Très clairement. Très clairement. Il avait indiqué dans sa conférence de presse après le comité de politique monétaire il y a une dizaine de jours, qu'il considérait que la politique budgétaire trop expansionniste n'était pas soutenable. Et donc que lui, banquier central, avait pour mission de corriger cette situation. Donc ce qu'il a évoqué cette semaine, il l'avait déjà dit une semaine plus tôt, mais là il l'a dit dans des termes qui ont paru plus fermes encore que ce qu'il avait évoqué il y a 10 jours, et donc c'est ce mouvement-là, cette perception qui change. Donc c'est plutôt souhaitable que ce soit temporaire quand on voit les conséquences que ça peut avoir sur les marchés. Alors Wall Street, la correction est plutôt saine, mais les marchés émergents, c'est quand même très inquiétant. Oui, mais cette dynamique des marchés émergents, on voit bien que depuis le mois d'avril, elle est beaucoup plus fragile. À partir du moment où la Fed a clairement indiqué qu'elle allait durcir durablement le ton, on a vu des sorties de capitaux des pays émergents, et là on accentue le phénomène. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des taux à 3,20 aux États-Unis et que vous êtes un investisseur américain, eh bien vous prenez ce taux à 3,20 qui est peu risqué. Alors le risque, malgré tout, c'est pas tant directement sur les marchés, mais c'est d'avoir une incidence sur les taux hypothécaires, et donc sur les taux de prêt pour l'immobilier aux États-Unis. On voit que ce marché est devenu beaucoup plus hésitant, beaucoup plus fragile dans sa dynamique, et donc si on a une remontée des taux hypothécaires un peu forte, eh bien ce marché pourrait être davantage fragilisé et pénaliser l'ensemble de l'activité. C'est par ce biais-là qu'il faut visualiser la question de la hausse des taux aux États-Unis. En tout cas, ceux à 10 ans. Ok. On passe maintenant au prix du pétrole qui flambe, qui se rapproche effectivement des 86 $. Donc, quel est le risque? Et surtout, ça se passe à quelques semaines de la mise en place de l'embargo sur le pétrole iranien. Absolument. Il faut voir dans cette accélération du prix du pétrole à la hausse une prime politique très forte liée aux sanctions sur l'Iran. Quand on regarde le prix du pétrole tout au long de l'année 2018, on voit qu'il y a des ruptures au moment des sanctions américaines sur la Russie,
aussi, au mois d'avril, au moment des premières annonces sur les sanctions américaines sur l'Iran au mois de mai, on voit bien que le cours du pétrole change d'allure. Et là, récemment, ce qui a été modifié est le fait que les producteurs de pétrole se sont rendus compte que la baisse de production en Iran serait probablement beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient anticipé. Et que, clairement, ils n'ont pas forcément envie de tout compenser. Donc il y a un équilibre qui doit se retrouver sur le marché du pétrole, probablement à un prix un peu plus élevé que ce qui était imaginé. Alors, pour nous, Européens, quelles conséquences? La première, c'est que le prix de l'essence à la pompe va augmenter, mais surtout, on va avoir un taux d'inflation, si on reste sur les niveaux actuels, qui va être un petit peu plus élevé que ce qu'on imaginait. En d'autres termes, quand on regardait le profil de l'inflation, on avait eu une accélération de l'inflation au mois de juin, juillet, liée au pétrole déjà, mais on imaginait que les cours allaient se rapprocher progressivement de ceux observés à la fin de l'année 2017. Et de ce fait-là, l'impact du pétrole, de l'énergie sur l'inflation se serait réduit. Là, on a une convergence qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus lente. Et de ce fait-là, le risque est d'avoir un taux d'inflation un peu plus élevé que ce qui était estimé précédemment. J'allais vous dire, est-ce que vous pensez que la BCE l'a anticipé? La BCE l'a pas forcément totalement anticipé. Et donc là, il y a eu un mouvement assez fort. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a ce taux d'inflation headline, comme on dit, qui prend tout en compte, et puis on regarde beaucoup aussi le taux d'inflation sous-jacent, qui traduit les tensions au sein de l'appareil productif, et en zone euro, on reste autour de 1%. Donc on ne voit pas au sein de l'économie européenne la nécessité d'une banque centrale beaucoup plus restrictive. Elle doit faire l'hypothèse, généralement, que ce mouvement sur le pétrole sera probablement temporaire, et donc il n'y a pas besoin de peser trop lourdement. Alors on reste en Europe avec le dérapage du déficit budgétaire italien qui a fait très peur au marché cette semaine. Oui, c'est un des déficits. Alors il y avait une dramaturgie italienne. On attendait le 27 septembre la publication des chiffres sur le déficit italien. Le déficit italien en 2018 est attendu à 1,7%. Et donc Giovanni Tria, voulant rester orthodoxe dans sa stratégie, disait on va faire 1,6%. Mais c'était ne pas prendre en compte le fait qu'il y a eu en Italie une rupture politique profonde. Et donc on ne peut pas imaginer qu'avec une rupture politique de cet ordre, eh bien il ne se passe rien sur les budgets. Et donc attendre 1,6% était excessif. On reste à 2. Alors l'objectif annoncé est à 2,4% en 2019, 2020-2021, avec associé à cela des taux de croissance qui sont un petit peu forts pour l'Italie. Je rappelle que la tendance de croissance en Italie, c'est 1,1%, et là, il était annoncé 1,6 pour 2019, 1,7 pour 2020. C'est probablement un peu fort. Alors, les marchés se sont affolés parce que, pour une raison très simple, c'est que dans le fonctionnement de l'Union européenne, de la zone euro, il est implicitement accepté ou entendu que chacun doit jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on définit une règle budgétaire et chacun doit effectivement converger et faire son maximum pour respecter cette règle. Et ça a fonctionné, même si ça prend toujours du temps. On sait qu'en France, la convergence vers les 3% ont pris presque 10 ans, mais on y va. Et tous les ans, on publiait un résultat compte. Voilà, mais tous les ans, on publiait un cadre disant dans 5 ans, on y sera. Donc, tout le monde jouait ce jeu-là. Là, les Italiens disent non, finalement, c'est un jeu qu'on ne veut pas jouer. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la confrontation avec la Commission européenne. Le budget sera présenté à Bruxelles le 15 octobre. Donc, quelle sera la réaction effective de Bruxelles sur ce comportement un peu divergent, sachant que la Commission européenne a finalement assez peu de levier pour peser sur les décisions italiennes. C'est un petit peu la difficulté du jeu. On s'accorde à jouer tous un jeu coopératif, donc il n'y a pas forcément besoin de sanctions, mais celui qui ne joue pas le jeu
finalement, il n'est pas soumis à sanction non plus. Donc c'est toujours un petit peu ambigu. Là, la sanction est venue des marchés, en fait. La sanction est venue des marchés avec des taux d'intérêt qui se sont envolés dans une économie italienne qui ralentit très vite quand même. C'est important de le souligner. Et donc, effectivement, les ministres italiens, Di Maio notamment, ont mis un petit peu d'eau dans leur vin en disant finalement, ce serait peut-être pas aussi dramatique que ça. Et donc, les taux italiens sont revenus un petit peu. Mais en d'autres termes, on ne sait pas très bien quel jeu sera joué dans la durée en Italie. Et c'est ça qui va conditionner l'allure des marchés. Parce que la vraie difficulté sur l'Italie, c'est que c'est un pays de très grande taille. Et donc, ce qui a été joué pour la Grèce, où les institutions européennes ont pris à leur charge la dette grecque, on ne peut pas le faire sur l'Italie. Et donc, s'il y a un vrai problème sur le marché obligataire italien, eh bien, il faudra d'autres mesures, d'autres façons de faire pour sauver à la fois la dynamique italienne et la construction de la zone euro. Et là, ça va être un jeu intéressant à suivre. Enfin, on termine avec l'autre incertitude en Europe, c'est le Brexit. Où est-ce qu'on en est de ces accords? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un hard Brexit ou au contraire qu'on va finir par trouver un accord? Moi, mon sentiment est que la possibilité d'un hard Brexit, c'est-à-dire d'un non-accord, s'accroît jour après jour. On voit bien que Theresa May ne joue pas le jeu et que on est dans une situation qui va être très compliquée à suivre, notamment pour les Britanniques. Mais toutes les questions qui ont été posées, notamment sur la frontière irlandaise, n'ont pas été résolues. Et puis, Theresa May a indiqué que finalement, les résidents européens auraient le même statut que n'importe quel résident non britannique. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose des questions sur ce que vont faire les Européens qui sont à Londres aujourd'hui. On voit déjà des sorties assez importantes et donc on est dans cette logique-là. Et la question britannique, c'est finalement, faites-nous une proposition, vous, Européens. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le rôle de la Commission européenne. Donc on a là une situation très difficile et d'autant plus qu'il faut trouver une solution, il faut trouver peut-être un accord dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Il y a un échéancier très fort parce que après il faut que ça passe au Parlement britannique, que ça passe dans les divers parlements européens pour que le 29 mars les Britanniques sortent de l'Union européenne. Donc c'est un échéancier très dense, très rapide, très réduit et donc il va falloir que soit on trouve une solution qui sera peut-être un peu bancale, soit pas de solution du tout et j'ai peur qu'on rentre dans un risque de non-solution. Merci beaucoup Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom AM.